Bienvenue dans Vivre avec un traumatisme crânien. Je suis Sophie Lemaître et avec l'AFTC LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, nous vous proposons dans cette série d'épisodes de partir à la rencontre de spécialistes. Ces discussions vont vous permettre de connaître vos droits, les accompagnements possibles, mais aussi de comprendre ce qu'implique un traumatisme crânien dit léger ou un trauma crânien dans le sport. Avec ces épisodes, nous espérons que vous y verrez plus clair et que cela vous aidera à mieux vivre avec un traumatisme crânien. Bonjour Dr Claire Jourdan, vous êtes praticienne hospitalière au sein du service de médecine physique et de réadaptation au CHU de Montpellier et aujourd'hui nous allons discuter du traumatisme crânien dit léger. Nous ne parlerons pas du traumatisme crânien dans le sport qui fera l'objet d'un épisode à part entière. Avant de commencer de vous poser des questions autour du traumatisme crânien, est-ce que vous pourriez déjà nous parler de votre spécialité, la médecine physique et de réadaptation, MPR, qui n'est pas forcément connue. En quoi ça consiste ? Bonjour. Merci déjà de me donner l'occasion de parler de notre discipline. La médecine physique et de réadaptation est la médecine qui cherche à soigner les conséquences de la maladie ou des problèmes de santé en général sur les activités des personnes. C'est pour ça qu'on parle de réadaptation, c'est-à-dire c'est pour aider les personnes à avoir des activités, des participations, c'est-à-dire avoir une vie la plus satisfaisante possible avec les conséquences de leurs problèmes de santé. C'est beaucoup appliqué classiquement dans les pathologies neurologiques puisqu'il y a beaucoup de handicaps de ce côté-là. On a aussi beaucoup ça dans les pathologies qu'on appelle nous de l'appareil locomoteur, qui est tout ce qui est un petit peu rhumatologique, orthopédique. Mais finalement, ça va s'étendre à toutes les pathologies possibles. La médecine du sport en fait partie également parce que finalement, c'est aussi une restriction d'activité de ne pas pouvoir pratiquer du sport comme on le souhaiterait. Donc finalement, tout ce qui génère un handicap dans la vie peut être soigné par la médecine physique et de réadaptation. L'autre aspect un peu spécifique de la médecine physique et de réadaptation, c'est le physique, c'est-à-dire qu'on travaille non seulement avec les traitements habituels médicaux, infiltration, qu'on a l'habitude de voir prescrire, mais aussi avec des traitements physiques et de rééducation en faisant intervenir tout un cortège de professionnels de rééducation autour des patients pour améliorer toujours leur activité et participation sociétale. Merci, c'est très clair, on voit toute la dimension de cette spécialité et à l'intérieur, il y a le suivi de personnes qui ont un traumatisme crânien. Donc pourriez-vous nous dire ce qu'est un traumatisme crânien et à quel moment on parle de trauma crânien léger ? Ouais, tout à fait. Alors déjà, on devrait finalement pas dire traumatisme crânien, même si c'est toujours ce qu'on dit, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le crâne, mais c'est le cerveau à l'intérieur, bien sûr. En anglais, on dit brain injury, et c'est bien de ça dont on parle, c'est-à-dire un traumatisme du cerveau. Donc on dit aussi souvent traumatisme crânio-encéphalique ou traumatisme crânio-cérébral, et on pourrait dire aussi traumatisme cérébral. Mais il se trouve que dans les usages en France, on parle de traumatisme crânien. Mais à partir du moment qu'on comprend traumatisme crânien comme traumatisme cérébral, c'est assez simple de savoir ce que c'est-à-dire que c'est dans la définition l'ensemble d'un côté d'une force susceptible de générer un traumatisme, donc soit un coup direct, soit une force indirecte, c'est-à-dire une accélération, une décélération, une explosion à distance, etc. Et de manifestations d'atteinte cérébrale, donc ça peut être soit des manifestations cliniques, comme la perte de conscience initiale, qui est un grand classique, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi un épisode confusionnel au début, des vertiges au début, des maux de tête, etc. Donc une manifestation clinique d'une atteinte cérébrale ou une manifestation à l'imagerie, c'est-à-dire une anomalie au scanner ou à l'IRM cérébral. Et ça nous fait un traumatisme donc cérébral ou traumatisme crânien. Pour ce qui est du traumatisme crânien léger, alors je précise que traumatisme crânien léger et commotion cérébrale sont plus ou moins équivalentes. On utilise plus souvent dans le sport le terme commotion cérébrale et moins souvent commotion cérébrale pour le trauma crânien du tout venant, mais finalement on pourrait utiliser les deux. Et le traumatisme crânien léger a longtemps été défini par opposition aux autres catégories de sévérité du traumatisme, c'est-à-dire les modérés et les sévères, sachant que les modérés et les sévères vont avoir une durée de perte de connaissance plus longue, plus de 30 minutes. À partir de 30 minutes de durée de perte de connaissance, on est modéré. Et une durée de confusion, justement, cette fameuse phase de confusion après l'impact, qui dure plus de 24 heures. Là, on passe en trauma crânien modéré.
Et éventuellement, ça dépend des catégorisations, des lésions cérébrales, des lésions à l'imagerie, qui, dans certaines catégorisations, font passer le trauma crânien léger en trauma crânien modéré ou sévère. Maintenant, on a une définition plus large dans les nouvelles recommandations sur les traumatismes crâniens légers, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait d'avoir une définition par défaut, c'est-à-dire d'avoir un trauma mais non modéré, non sévère. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de critères sur les symptômes immédiats neurologiques qui surviennent dans les 72 premières heures, avec un mécanisme adéquat, en l'absence d'une autre cause de symptômes neurologiques, la consommation d'alcool par exemple. Ça nous fait un traumatisme crânien léger. Donc si je résume, pour un traumatisme crânien léger, il peut ou pas y avoir une perte de connaissance, et s'il y a une perte de connaissance, c'est plutôt en dessous de 30 minutes. Il peut ou pas y avoir de lésions, ou s'il y a des lésions, c'est forcément un autre type de trauma Des lésions visibles au scanner. Ça ne détermine pas finalement la gradation dans le traumatisme crânien. Alors il est forcément plus sévère quand il y a des lésions à l'imagerie. Mais la grande majorité des traumatismes crâniens légers n'ont pas de lésions à l'imagerie. Ce qui fait que dans certaines catégorisations, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais dans certaines catégorisations, on considère que dès qu'il y a des lésions à l'imagerie, c'est plus un traumatisme crânien léger, mais modéré. Très bien. Et du coup, dans quelles circonstances peut-on avoir un traumatisme crânien léger, qu'on ait un peu une variété, une idée de l'ensemble des cas dans lesquels ça peut se produire? Bon, il y a le sport déjà, mais ça va être le sujet d'une autre émission. Il y a aussi tous les accidents graves, parce que finalement, tous les accidents de la voie publique, par exemple, qui peuvent être des polytraumatismes assez sévères, ils peuvent donner des lésions traumatiques de tout type de gravité sur l'ensemble du corps et un traumatisme crânien léger. Ou bien alors, on peut avoir un traumatisme par accident de la voie publique uniquement cérébral léger. Ensuite, il y a tous les accidents de la vie courante, finalement, qu'on retrouve assez souvent, des chutes, des chocs, etc. Classiquement, les grandes causes de traumatisme crânien, toutes sévérités confondues, ça va être en premier les accidents de la voie publique, notamment en France plus que dans des pays du Nord où ils ont une meilleure prévention de sécurité routière. Malheureusement, chez nous, on a encore beaucoup trop de traumatismes crâniens liés aux accidents de la voie publique sur lesquels on n'est pas suffisamment avancé en termes de prévention, dans mon opinion. Ensuite, la deuxième grande cause, c'est justement les chutes. Alors, ça peut être des chutes d'un lieu élevé, dans le cadre du travail ou dans le cadre de tentatives de suicide, ou bien mais là, souvent, c'est des accidents qui vont être plus graves quand même, donc des traumas crâniens plus graves, ou bien des chutes de sa hauteur ou dans un escalier. Et ensuite, donc les mécanismes violents d'accidents sont plus rares en France que dans d'autres pays. Ça reste une faible proportion des traumatismes crâniens légers, mais ça peut survenir soit dans le contexte civil, soit dans le contexte militaire. Et donc particulièrement dans le contexte militaire. Et puis ensuite, on a toute cause d'accidents divers et variés, de vie courante. Et si on a un choc, je sais pas, on est en trottinette ou en vélo ou simplement en train de faire du bricolage et on tape un peu sur la tête, à quel moment on doit s'alerter, se dire qu'il faudrait consulter et pas nécessairement se concentrer que sur les blessures physiques, parce que le cerveau, on le voit pas. Et donc parfois on peut oublier, ne pas mentionner qu'en fait la tête a aussi pu être impactée ou... Alors il y a une chose qui peut être importante quand même pour tous les accidents sur lesquels il y a potentiellement une couverture assurantielle, c'est d'avoir au moins le diagnostic au départ. Parce que pour toutes les personnes qui ont un traumatisme crânien léger dans le cadre d'un accident couvert par une assurance, il faut absolument que la déclaration soit faite auprès de l'assurance et que le diagnostic de trauma crânien léger soit fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait n'avoir aucune conséquence, aucun problème, mais si jamais le trauma crânien léger va avoir des conséquences, il faut absolument qu'il ait été noté à un endroit dans le dossier de la personne pour que derrière elle puisse aller voir l'assurance en disant « j'ai des conséquences de cet accident ». Sur l'indemnisation assurantielle, c'est vraiment important d'avoir une consultation médicale, quelle qu'elle soit, qui note dans un certificat qu'il y a eu un traumatisme crânien, donc cérébral, qui est objectivé par, encore une fois, le mécanisme et la survenue d'un certain nombre de symptômes neurologiques, notamment la perte de connaissance. Donc ça, c'est un premier enjeu. Après, l'enjeu clinique, je suis pas certaine qu'il faille absolument consulter chez un médecin ou aux urgences pour toute personne qui aurait un traumatisme crânien léger. Et j'ai pas, j'avoue, en tête de critères stricts qui disent là, cette personne, il faut absolument qu'elle consulte.
Alors peut-être bien sûr les durées de perte de connaissance longues, dès qu'on part à plus de 30 minutes de perte de connaissance, mais ça les gens vont de toute façon être amenés aux urgences je pense, ou bien les symptômes neurologiques très intenses, très sévères, des gros vertiges, une grosse confusion, mais là pareil les gens vont spontanément aller aux urgences. Donc j'ai envie de dire il faut rester avec du bon sens, c'est-à-dire que si on a des symptômes très importants, il faut consulter pour que les urgentistes ou les médecins fassent un examen clinique et jugent de la nécessité ou pas d'avoir un scanner initial pour vérifier qu'il n'y a pas eu un saignement dans la tête. S'il y a peu de symptômes et peu de problèmes, le seul enjeu, c'est d'avoir le diagnostic de trauma crânien léger pour la suite. Vous parliez de symptômes qui doivent alerter, donc quand ça vient de se produire, dans les jours qui suivent, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter et éventuellement nous amener à consulter ? Alors là-dessus, je vais plutôt m'appuyer sur les recommandations qu'utilisent les urgentistes, c'est-à-dire qu'en général, quand ils voient une personne qui a eu un traumatisme crânien, ils ont des critères assez bien définis pour savoir si oui ou non il faut faire un scanner cérébral à la recherche d'un saignement. Et dans le cas où ils n'en ont pas besoin, par exemple, ou si le scanner initial est correct, ils vont conseiller aux gens de se surveiller pendant 48 heures, parce que pendant 48 heures, effectivement, on peut avoir un saignement intracrânien qui survient. Encore une fois, c'est extrêmement rare comme événement par rapport à l'ensemble des traumatismes crâniens légers. Donc, faut être assez rassuré dans l'ensemble. Et les symptômes pour lesquels ils conseillent de reconsulter aux urgences, qui puissent effectivement sonner l'alerte, sont les suivants. Des maux de tête très très intenses, d'intensité de plus en plus forte, qui ne cèdent pas aux antalgiques. Des vomissements répétés. Une somnolence majeure, des difficultés à se réveiller, une perte de conscience, des propos qui sont incohérents ou des convulsions, ou bien des troubles de vision, de parole, de motricité, du comportement, des difficultés à bouger un membre. Donc vous voyez, c'est des symptômes qui sont quand même assez alarmants de toute façon. Donc la plupart des gens qui présentent ce type de symptômes, finalement, reconsultent aux urgences dans les 48 premières heures. Et les choses, effectivement, se jouent dans les 48 premières heures. Ensuite, ce risque particulier, c'est le risque qu'il y a un vaisseau dans les enveloppes du cerveau qui est pété au moment de l'accident et qui se mette à saigner à bas bruit, et donc qu'il fasse un hématome au fur et à mesure dans les 48 premières heures. Mais si c'est pas survenu au début, ça ne surviendra plus ensuite. Très bien, merci. Et du coup, on a là ce diagnostic où on sait qu'on a eu un traumatisme crânien léger. Quelles sont les mesures à prendre dans les premiers jours, semaines et éventuellement mois ? Quels sont en fait les réflexes qu'on doit avoir quand on sait qu'on a un trauma crânien ? Déjà, j'ai envie de dire, si c'est un trauma crânien léger, avec une petite perte de connaissance et que derrière on a l'impression d'avoir aucune gêne, aucun symptôme particulier dans les 24-48 premières heures, on peut peut-être être rassuré et reprendre tranquillement sa vie normale sans plus s'inquiéter que ça, parce qu'il faut quand même prendre en compte que le trauma crânien léger, quand on interroge dans les études la population générale, c'est quand même un tiers des personnes qui en a eu au moins une fois dans sa vie. Donc on ne va pas s'alerter et tout arrêter quand on a eu un traumatisme crânien léger. Dans la grande majorité des cas, ça donne très peu de symptômes. Mais effectivement, on peut voir apparaître un certain nombre de symptômes dans les jours qui suivent, moins intenses que ceux qui nécessitent de reconsulter dans les 48 premières heures que j'ai cités, et qui s'appellent des symptômes post-commotionnels, qui sont des signes que, effectivement, le cerveau a besoin de récupérer d'un certain choc avec des mécanismes de perturbation neuronale qui sont transitoires, mais qu'au début, on est encore secoué, on va dire, par le choc qu'on a eu. Et dans ce cas-là, effectivement, il est plutôt recommandé dans les premiers jours, et parfois c'est pendant les premières semaines, parce que ça peut durer assez longtemps, de reprendre plutôt progressivement ses activités. C'est-à-dire qu'en général, on dit pendant les 24-48 premières heures de se reposer sans avoir un repos complet, mais de ne pas avoir d'activité intense ou stressante, ni sur le plan physique et sportif, ni sur le plan professionnel, de lever un peu la pédale, d'avoir des activités diurnes, de sortir, de manger, etc. Mais d'être plutôt tranquille, on va dire, un peu de repos pendant 24-48 heures. Et ensuite, on essaye de ne pas recommander aux gens d'avoir un repos complet parce qu'il faut reprendre ses activités, mais d'essayer de les reprendre progressivement, en augmentant progressivement l'intensité des activités au fur et à mesure que les symptômes s'améliorent. C'est-à-dire que tant que les symptômes, qui peuvent être très très variés, on reviendra peut-être dessus des typologies des symptômes, mais tant que les symptômes sont à peu près tolérables, qu'on est gêné à 3 sur 10 à peu près par ces symptômes, on peut continuer à avancer, faire ses activités quotidiennes.
Mais quand on commence à avoir des vraiment symptômes très intenses, on ralentit un petit peu, on revient en arrière un peu sur la progression de ces activités, on essaye d'en faire un petit peu moins et on attendra quelques jours ou une semaine de plus pour réaugmenter ces activités. Classiquement, on augmente plus rapidement les activités physiques et sportives que les activités cognitives qui sont plus demandeuses. Et puis, c'est bien aussi pour laisser pendant cette phase de récupération le cerveau un peu tranquille, d'avoir un rythme quotidien un peu plus régulier, de se coucher à des horaires réguliers, pareil pour les levers, d'essayer, tant que faire se peut, de favoriser son sommeil, d'être plutôt pas trop stressé si possible, donc d'essayer de limiter les facteurs de stress extérieurs, parce qu'ensuite on fait ce qu'on peut, mais si on peut essayer d'enlever certains facteurs de stress transitoirement, ce serait bien, d'avoir des repas équilibrés et réguliers, de bien boire, et de faire un peu d'activité physique. Finalement, un rythme de vie qu'on nomme un peu sain et régulier pendant un certain temps pour laisser le temps au cerveau de récupérer. Pareil, on essaye d'éviter tout ce qui est drogue, alcool, toxique, parce que ça va pas aider à la récupération. Les grosses sollicitations, bruit, lumière intense peuvent aussi exacerber les symptômes. Ça dépend des gens, mais on peut être un tout petit peu plus vigilant là-dessus. Encore une fois, c'est une sorte de calme général qu'il faut essayer de générer autour de soi pour pouvoir se donner un maximum de chances de récupérer rapidement. Alors la question à 1 million, vu qu'on est tous derrière nos écrans et nos téléphones en permanence, est-ce que aussi il y a des recommandations par rapport à notre exposition aux écrans pendant les premiers jours ? Vous nous indiquiez qu'il fallait se reposer, pas un repos absolu, mais qu'en est-il des écrans vu qu'on est accro à notre téléphone ? Peut-être qu'on peut faire une vraie pause pendant 2 jours, encore une fois les 24-48 premières heures c'est repos quand même, donc on peut essayer de vraiment les éviter pendant 2 jours si on a l'impression d'avoir un trauma crânien avec, encore une fois, avec des symptômes, avec un impact, parce que les gens qui ont eu un choc sur la tête, une petite perte de connaissance et qui estiment aller parfaitement bien, ils vont peut-être pas forcément adhérer à ces recommandations-là, mais si on a l'impression que quand même on a pris un gros choc et qu'on va pas très bien, pendant 2 jours, on limite vraiment les écrans. Et puis ensuite, ça dépend des symptômes, c'est-à-dire que votre tête, elle va vous le dire tout de suite, si les écrans vous majorent les symptômes, il faut y aller doucement. Et puis, du coup, essayer d'éviter une sollicitation qui serait brutale d'un seul coup. C'est-à-dire que si on a prévu d'aller au cinéma pour aller voir un film particulièrement intense, on va pas pouvoir maîtriser la quantité d'intensité du film, on va pas forcément avoir de facilité à l'interrompre en plein milieu. Là, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut qu'on puisse quand même doser plutôt que se mettre dans une situation où on va pas pouvoir doser l'impact que ça va avoir sur nous. Oui, si je retiens, du coup, il faut y aller petit à petit, s'écouter, voir si dans l'intensité des symptômes ça monte ou pas, et réajuster en fonction, et que ce n'est pas grave si un jour on va devoir réduire un petit peu, et puis on réessaye peut-être le lendemain ou le surlendemain l'activité et voir comment on réagit. C'est ça qu'il faut Exactement. entendre. Et en même temps, il ne faut pas du tout se freiner si on a des petits symptômes pour faire des choses qu'on a envie de faire et pour continuer ces activités, parce qu'il ne faut pas du tout paniquer si on a mal à la tête sur une douleur tolérable, on peut continuer. Les symptômes ne sont pas forcément le reflet de véritables lésions. D'ailleurs, encore une fois, dans le traumatisme crânien léger, dans la grande majorité des cas, on peut faire toutes les IRM cérébrales qu'on veut, on ne retrouve pas de lésions. Donc ils n'ont pas forcément un signe de lésion, donc il n'y a pas besoin particulièrement de paniquer sur les symptômes, mais il faut effectivement essayer de les gérer pour pouvoir trouver un équilibre entre les activités qu'on veut reprendre progressivement et l'intensité des symptômes qu'on a, pour que ça reste supportable. Vous avez mentionné plusieurs fois des symptômes post-commotionnels, du coup la question, quels sont-ils ? Alors, on appelait ça avant le syndrome post-commotionnel, maintenant on dit plutôt symptômes post-commotionnels, mais syndrome finalement ça correspond à un ensemble de symptômes, donc on pourrait continuer à utiliser ce terme. Et ils sont de 3 grandes catégories. On va avoir des symptômes cognitifs, qui sont très fréquents, de type troubles d'attention, de concentration, de mémoire, espèce de brouillard cognitif, de flou, on a l'impression de fonctionner au ralenti finalement, effectivement un ralentissement. On va aussi avoir la deuxième gamme de symptômes qui sont des symptômes physiques. C'est les maux de tête au premier plan, ça c'est quand même très très fréquent. Et ensuite on peut avoir des vertiges, des acouphènes qui sont des bruits anormaux qu'on entend dans les oreilles, des troubles auditifs variés, des troubles visuels aussi, des flous visuels, des gênes visuels. On peut avoir des symptômes digestifs aussi dans les symptômes physiques, ça c'est la deuxième dimension des symptômes, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales.
plus rare les douleurs abdominales quand même. Mais vous voyez, je vous en ai cité quelques-uns, mais il peut y en avoir plein, des symptômes physiques. Ils sont extrêmement variés et dépendants d'une personne à une autre. Et ensuite, la troisième gamme de symptômes sont des symptômes émotionnels et comportementaux avec une plus grande irritabilité, impatience, une plus grande anxiété aussi, ça dépend des gens, un sentiment de déprime qui peut aussi être lié aux symptômes eux-mêmes finalement. Et donc tout ça, ça fait l'ensemble des symptômes post-commotionnels. J'ajoute aussi qu'il va dans toutes les dimensions, la fatigue, qui est quand même très importante, qui est cognitive, physique et émotionnelle, et les troubles du sommeil, qui sont aussi extrêmement fréquents et qui peuvent être liés aux autres symptômes, bien sûr. Et malheureusement, pour certaines personnes, à un moment donné, ces symptômes restent. À partir de quel moment on va parler de séquelles ou de symptômes chroniques? Et puis, pourriez-vous aussi nous dire si on a des statistiques, si on sait à peu près combien de personnes continuent à avoir des séquelles au bout de quelques mois et que ça reste à la suite de ce trauma crânien qui, à l'origine, était dit léger? Effectivement, tous ces symptômes, ils sont vraiment pas rares après le trauma crânien. Il faut quand même savoir qu'effectivement, dans la grande majorité des cas, ils vont s'amender spontanément dans les premières semaines ou premiers mois. C'est important de se rassurer là-dessus parce que effectivement, le stress, l'anxiété, majorent les symptômes. Donc du coup, on a plus de mal à s'en débarrasser quand on est extrêmement inquiet par ce qui va se passer. Donc dans la grande majorité des cas, ça se résout. Et par contre, ça peut durer plus ou moins longtemps, effectivement. On parle au bout de 3 mois de symptômes post-commotionnels persistants. Et puis, effectivement, c'est moins bien défini, mais s'ils persistent au-delà d'un an et demi, et ça devient chronique, et c'est plus difficile ensuite de les faire totalement disparaître. Dans les études, on est autour de 15-20, certaines plus, en pourcentage de personnes qui vont garder des symptômes à 3 mois ou à 1 an après l'accident, après le traumatisme crânien léger. Et c'est ce qu'on appelle classiquement dans les études la misérable minorité, c'est-à-dire que c'est une minorité des patients qui ont un traumatisme crânien léger qui malheureusement gardent ces symptômes qui vont générer un handicap à long terme. Sait-on pourquoi certaines personnes gardent ce type de symptômes, que ces symptômes s'installent alors que d'autres récupèrent plus vite? C'est plurifactoriel. Finalement, chaque personne va avoir sa propre histoire. On connaît du coup des facteurs de risque. On ne connaît pas le déterminisme exact de la persistance des symptômes, mais on sait ce qui augmente le risque d'avoir des symptômes importants ou des symptômes persistants. Alors déjà, il y a des facteurs qui sont physiologiques liés à la personne, probablement qu'un certain variation génétique rend plus difficile la récupération. Il y a aussi la gravité de l'accident quand même, et puis l'intensité des symptômes initiaux. C'est vrai que quand ils sont plus sévères et plus intenses initialement, c'est plus difficile de récupérer. Et puis il y a aussi le fait, et ça c'est aussi en lien avec le traumatisme, s'il y a un psychotraumatisme en même temps, c'est-à-dire classiquement le psychotraumatisme classique c'est le syndrome de stress post-traumatique. Quand le traumatisme a géré un traumatisme psychique, dans certains types de traumatismes particulièrement violents notamment, quand on a eu peur de mourir notamment, cette pathologie psychique surajoutée aggrave très nettement les symptômes post-commotionnels, et les symptômes post-commotionnels eux-mêmes aggravent le traumatisme psychique, donc ça fait un cercle vicieux qui empêche de récupérer. De la même manière, le contexte psychologique, environnemental, stressant, difficile, sont des facteurs qui peuvent rendre plus difficile la récupération des symptômes. Autre chose qui joue aussi dans les études, c'est s'il y avait des troubles psychologiques préexistants, si le statut socio-économique familial, notamment pour les enfants, est plus vulnérable. Ça rend plus vulnérable aux séquelles de traumatisme crânien léger. Et puis après, encore dans la gamme psychologique, il y a aussi le style de coping. Alors le coping, c'est la façon de faire face à des problématiques de santé. On la retrouve dans différentes maladies et dans différents problèmes qui se chronicisent, notamment dans la chronicisation d'un certain nombre de douleurs. La façon dont on a tendance à réagir, les mécanismes d'adaptation au stress, aux douleurs, il y a certains mécanismes qui sont plutôt adaptatifs, c'est-à-dire qui aident les gens à faire face, et d'autres mécanismes qui sont plutôt mal adaptatifs et qui vont rendre les choses plus difficiles pour les personnes. Donc ça, c'est intéressant aussi de l'identifier et d'essayer de changer sa modalité d'adaptation. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait du mal à s'adapter dans notre mode de fonctionnement Typiquement, la dramatisation est un facteur qui va à lui-même aggraver les choses. C'est aussi pour ça que j'essaye d'avoir un discours assez rassurant vis-à-vis des personnes, pour dire que dans la grande majorité, les choses vont rentrer dans l'ordre.
parce que si on panique en disant que c'est absolument terrible, etc., et si on a cette tendance à dramatiser, ça peut effectivement rendre les choses plus compliquées. Alors que des personnes qui peuvent plus facilement se distraire, se changer les idées, se dire finalement c'est pas si pire, c'est-à-dire relativiser, ou qui peuvent se dire finalement j'ai un peu gagné dans l'histoire parce que ça m'a permis de faire une pause pendant quelques semaines sur toutes mes activités parce que ça m'a forcé à reprendre plus progressivement et de me rendre compte que j'avais un rythme de vie qui n'était pas du tout adapté pour ma santé au préalable. Ce type de façon de voir les choses, il peut aider effectivement à mieux récupérer. Après, il faut aussi savoir que là, on a parlé des symptômes post-commotionnels assez classiques, mais ensuite, un traumatisme crânien léger peut aussi être un facteur déclenchant de tout un cortège de problèmes qui ne sont pas typiques des symptômes post-commotionnels, mais qui ont été déclenchés par le trauma crânien. Notamment, il y a des personnes qui vont avoir des troubles neurologiques extrêmement importants, ou des troubles psychiques extrêmement importants, ou des troubles cognitifs extrêmement importants, et qui ne correspondent pas du tout au syndrome post-commotionnel habituel, et qui sont plutôt de l'ordre de dysfonctionnement neurologique ou de décompensation psychique ou psychiatrique, qui ont été déclenchés par le traumatisme crânien. Et là, du coup, il peut y avoir des tableaux cliniques très variés et très, très, très handicapants. Mais là, on est vraiment sur l'étincelle du trauma crânien qui a jeté le feu aux poudres et déclenché une pathologie qui serait du coup soit psychiatrique, soit neurologique. Et parfois, on a des fameux troubles neurologiques fonctionnels, c'est-à-dire des problèmes de fonctionnement du système nerveux ou du cerveau, sans lésion, mais où il y a certains dysfonctionnements qui se mettent en place et qui sont difficiles à améliorer. Si je comprends bien, en fait, ces symptômes-là seraient quand même survenus peut-être à un moment donné sans le trauma. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être préexistants et que le trauma crânien, comme vous l'avez dit, il y a une étincelle, ça les a fait sortir. Est-ce que j'ai bien compris ? Il y avait sans doute dans ces cas-là une vulnérabilité préexistante qui apparaissait pas parce que ce n'était qu'une vulnérabilité avec des gens qui avaient un fonctionnement qui pouvait être complètement normal ou qui pouvaient avoir d'autres pathologies ou d'autres problèmes par le passé, mais pas forcément, effectivement. Mais il y avait une vulnérabilité et pour des raisons qu'on connaît mal, parfois, il suffit d'un petit traumatisme crânien pour déclencher des choses qui dépassent largement la problématique simple du traumatisme crânien lui-même. Et du coup, là, la prise en charge est complètement différente de celle pour quelqu'un qui a des symptômes liés au trauma. Exactement. Dans ces cas-là, on ne va pas forcément raisonner de la même manière. Ça va dépendre de la présentation clinique des gens, finalement. Merci beaucoup. Et dans les symptômes qui restent, comment est-ce que ça se manifeste en fait au quotidien, ces séquelles, à quoi ressemblent-elles ? Souvent, alors autant au début, les symptômes post-commotionnels, ils sont très multiples et variés. C'est pour ça que c'est assez logique d'être paniqué parce que c'est assez impressionnant. Il y en a plein de symptômes, des acouphènes, des vertiges, on tient plus debout, on vomit, on a mal à la tête, bref. Il y a énormément de choses, mais souvent même pour les gens qui gardent des symptômes post-commotionnels persistants, même pour cette malheureuse minorité, souvent la plupart des symptômes s'améliorent et les choses se recentrent autour de un symptôme ou deux symptômes qui sont prédominants et qui vont être les plus gênants. Donc il y a des gens qui vont finalement avoir une évolution vers des maux de tête chroniques, qui vont avoir des difficultés à gérer, donc ça peut effectivement déclencher ça. Il y a des gens qui vont avoir surtout des symptômes cognitifs, donc des difficultés à se concentrer ou à se concentrer longtemps, une fatigue cognitive dès qu'ils essayent de faire un effort. Donc leurs symptômes vont se résumer à ça. C'est ce qu'on retrouve quand même le plus souvent. Alors vous le disiez, cette malheureuse minorité, à l'heure actuelle, la prise en charge quand même reste assez lacunaire pour ce type de trauma crânien. Comment ça se fait ? Et puis, qu'est-ce qui est mis en place aussi pour essayer de mieux prendre en compte cette minorité qui se retrouve avec des séquelles ? Déjà, je ne vais pas répondre complètement à votre question parce que l'enjeu finalement, ce serait aussi de prendre en charge les gens sur les 3 premiers mois, la fameuse phase aiguë. Parce que très probablement, si les gens étaient correctement accompagnés, informés, rassurés et pris en charge au départ, il y aurait moins de passage à la chronicité, ne serait-ce que, comme je vous disais, parce que l'intensité des symptômes est un facteur de risque, la dramatisation l'est aussi, et forcément le fait de ne pas comprendre ce qui vous arrive dans les 3 premiers mois, c'est des facteurs d'anxiété, de dramatisation.
Pour les maux de tête, c'est assez classique. Quand on n'a pas réussi à les traiter de façon suffisamment efficace au début, ils ont plus tendance à s'installer. Et puis une fois qu'ils se sont installés, c'est plus difficile de s'en débarrasser. Donc finalement, c'est aussi la prise en charge du début qui devrait être avant tout améliorée. En sachant que c'est pas simple parce que c'est quand même très fréquent, comme je vous ai dit, on a peut-être un tiers de la population générale qui a eu un trauma crânien léger une fois dans sa vie. L'incidence du trauma crânien, tout trauma crânien confondu, c'est entre 200 et 300, plutôt près de 300 pour 100 000 habitants par an, sachant que 80% de ces traumas crâniens, c'est des légers, donc je vous laisse faire le calcul sur la population française, combien ça fait de personnes. Donc pour réussir à accompagner tout ce monde-là, c'est pas simple. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que toutes les personnes qui ont des symptômes importants, déjà que toutes les personnes aient des infos sur quoi faire si elles ont des symptômes, et toutes les personnes qui ont des symptômes importants puissent avoir un accompagnement pendant cette première phase. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont des symptômes chroniques, ça dépend en fait de leur présentation et de leurs symptômes. Donc en fonction des symptômes, il y a certains qui sont accessibles à certains traitements médicamenteux, comme les maux de tête, Et puis il y en a d'autres qui sont accessibles à de la rééducation, parce que la rééducation cognitive, ça peut fonctionner sur les symptômes cognitifs chroniques des patients cérébrolésés. Encore une fois, il faut savoir, ça dépend des personnes, ça dépend de la typologie des troubles. Et puis, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de réfléchir à adapter aussi son rythme de vie, son mode de vie, à reprendre aussi progressivement un emploi, mais différemment peut-être qu'avant, pour s'adapter à ça. Vous avez commencé un petit peu à dire qu'il existe de la rééducation, etc. Quel spécialiste, en fait, on pourrait aller voir, qu'on ait un peu une idée de la variété de la prise en charge qui peut exister en cas de séquelles? Alors, les spécialistes à voir. Je vous garde la réponse de côté pour cette réponse-là, parce que dans les éléments de prise en charge, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai omis, je me rends compte. Il faut aussi prendre en charge les aspects psychologiques, puisque comme je vous ai dit, les façons de faire face psychologiques sont un élément déterminant important. Le fait d'avoir un psychotraumatisme est un élément extrêmement déterminant. Pour moi, s'il y a un psychotraumatisme et qu'il n'est pas pris en charge, on a quand même vraiment des personnes qui ont des difficultés majeures à guérir, à passer à autre chose tant que le psychotraumatisme va pas mieux. Pareil, on peut avoir des dépressions qui se déclenchent dans tout ce cortège-là. Si ça, c'est pas pris en charge, si la composante psychique est pas prise en charge, c'est plus difficile de guérir. Donc, il faut vraiment, en fonction des différentes composantes des patients, s'adapter effectivement pour prendre en charge chacun des problèmes séparément. Pareil, il peut y avoir un déconditionnement à l'effort finalement, parce que les gens ont été tellement gênés par leurs symptômes qu'ils ont arrêté tout le sport. Il y a certaines migraines qui sont majorées par les efforts physiques, donc pareil, les gens arrêtent. Et ça, il faut réentraîner. Donc là, du coup, ça va être plutôt des approches physiques pour réentraîner les gens. Ça me fait venir aux spécialistes à consulter. C'est difficile de répondre à cette question parce que théoriquement, il faudrait avoir quelqu'un qui connaisse le traumatisme crânien léger, donc soit des neurologues, soit des médecins de médecine physique et de réadaptation qui connaissent le traumatisme crânien léger, mais c'est pas forcément facile de les trouver parce qu'on trouve pas partout autour de soi accès à ces personnes-là qui sont pas forcément faciles à identifier. Mais en fonction des composantes, si les aspects sont plutôt sur les aspects maux de tête, des neurologues peuvent être d'un grand secours. S'il y a une composante psychologique ou psychiatrique importante, les psychologues et les psychiatres peuvent aussi beaucoup aider. Donc ça dépend aussi de la présentation de la maladie. L'idéal étant de trouver des médecins, soit neurologues, soit de médecine physique et de réadaptation, qui connaissent le traumatisme crânien léger. Vous avez mentionné la reprise du travail et éventuellement faire un autre type de travail que le travail qu'on occupait auparavant. Ça m'a fait m'interroger en fait sur l'impact que ces séquelles peuvent avoir au quotidien et comment ça peut impacter la vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu? Alors bien sûr, dans le podcast, on va avoir des gens qui ont vécu ça, qui partageront leur vécu, mais de savoir un petit peu comment ça peut impacter la vie de la personne et aussi son entourage. Effectivement, dans cette fameuse misérable minorité, on peut avoir des impacts qui sont quand même considérables. C'est-à-dire que dans les études, une partie de ces personnes qui ont des symptômes persistants ne reprend pas le travail. Un an après, ils n'ont toujours pas réussi à reprendre le travail. L'arrêt de travail ou l'incapacité à travailler peut durer plus qu'un an. Et qui dit retentissement sur le travail, dit retentissement sur le reste de la vie aussi. Donc l'impact sur la vie, il peut être monumental. Pour un traumatisme crânien, c'est assez contrariant, bien entendu, qui était étiqueté léger au départ. Donc, ce que les associations de patients nous demandent parfois de dire, c'est trauma crânien léger avec des conséquences sévères, parce que c'est réellement ce que c'est, en vérité, pour certaines personnes.
Et les conséquences, du coup, elles vont être potentiellement sur toute la vie familiale, sociale, loisirs, quotidien et professionnel de la personne. Et effectivement, aussi forcément, en rebond sur l'entourage, parce que dans tous les accidents de la vie ou maladies importantes ou traumatismes crâniens, quelle soit sa sévérité, on a souvent des touchés par ricochet qui sont l'entourage, qui vont être touchés aussi, de par l'impact que ça va avoir sur la personne. Donc l'importance aussi de peut-être prendre contact avec des associations dédiées pour qu'elles puissent aussi accompagner l'entourage et aussi la personne concernée. J'aimerais maintenant qu'on aborde un peu les initiatives qui sont en cours et de savoir, alors là on est ici à Montpellier, donc savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre région et puis si vous avez aussi un aperçu de ce qui se passe à travers la France sur cette question autour du traumatisme crânien léger. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de bouger sur le traumatisme crânien léger. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur le sport, parce que la commotion dans le sport, donc ça fera l'objet d'une émission à part, mais le fait que la prise en compte de la commotion dans le sport avance beaucoup, fait avancer la connaissance et la prise en compte de la commotion cérébrale partout. Je pense que ça aide à faire bouger les choses. Et dans le non-sport, on va dire, il faut qu'on parle de l'article 51 de la région francilienne. L'article 51 est une modalité de financement de soins ou de parcours de soins hors des financements classiques existants, qui est accordé par les agences régionales de santé. Sur le plan expérimental, en général c'est pour une durée donnée, pour expérimenter donc une nouvelle façon de prendre en charge certaines pathologies pour lesquelles les modalités actuelles de prise en charge et de parcours de soins ne répondent pas aux besoins de santé des personnes. Et à l'heure actuelle, on a un article 51, donc cette expérimentation qui est en cours en Île-de-France, dont l'objectif est précisément de prendre en charge les personnes qui ont des traumatismes crâniens légers. Et elle fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que les gens qui sont passés par les urgences pour les traumatismes crâniens légers sont recontactés par des infirmières coordinatrices formées qui vont leur donner des conseils, des informations, un peu comme celles qu'on a dit, mais individualisées à la personne forcément, prendre des nouvelles sur leurs symptômes et leur évolution. Elles ont 2 consultes comme ça pour prendre des nouvelles. Tous les patients qui vont bien ou qui vont s'améliorer, on les laisse tranquilles. Et puis pour les patients qui malheureusement ont des symptômes vraiment importants ou qui ont l'air de persister, il y a une deuxième phase du parcours dans cet article 51 où ils sont intégrés dans un programme de réadaptation-rééducation pluriprofessionnel qui est fait dans certains centres de la région francilienne, en hôpital de jour essentiellement, et qui va aider les personnes à se rééduquer, à reprendre leurs activités, à comprendre le fonctionnement de leurs symptômes, le fonctionnement de leur traumatisme crânien léger, et là on va avoir un peu toutes les composantes dont on a déjà discuté de prise en charge. Donc on attend quand même pas mal les résultats de cette expérimentation qui est en cours, parce que un des enjeux qui serait vraiment intéressant, ce serait de pouvoir pérenniser ce modèle et l'étendre aux autres régions, au national, pour avoir des parcours construits et assez systématiques pour ces personnes-là. C'est un modèle qui est particulièrement élégant puisqu'on donne quelques conseils simples et un peu d'écoute à la plupart des personnes et ça suffit, elles guérissent. Et ça permet à beaucoup de personnes d'être beaucoup mieux accompagnées dans cette période difficile des premières semaines ou mois de symptômes. Et puis pour celles qui guérissent pas, elles rentrent dans un parcours de prise en charge au lieu de se retrouver dans la nature sans savoir à qui s'adresser. Et ici, nous, sur Montpellier, on essaye de préfigurer un peu ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que on a en contact avec les urgences du CHU de Montpellier mis en place des fiches d'information dédiées pour donner une partie des informations directement à tous les patients pour qu'au moins ils aient un minimum d'informations, parce que jusqu'ici, aux urgences, quand on consulte pour un traumatisme crânien, comme forcément l'enjeu principal des 24-48 premières heures, c'est ce fameux saignement, qui est rarissime, mais quand il survient, il faut qu'on puisse le diagnostiquer pour l'évacuer, et ça c'est vraiment important. Et jusqu'ici, aux urgences, c'était surtout ces informations qu'on donnait là. C'est-à-dire, si vous avez dans les 48 premières heures ces symptômes graves, revenez nous voir. Déjà, c'est un message qui n'est pas forcément très rassurant, et en plus qui n'informe pas sur la suite, alors que les problèmes de la suite sont beaucoup plus fréquents, bien sûr, que ce risque d'hématome. Donc là, on a discuté avec les urgentistes, justement, pour avoir un message qui comprenne ces informations des 48 premières heures, mais aussi les conseils à avoir pour limiter le risque d'avoir des symptômes post-commotionnels et les gérer si on en a, et limiter leur durée, récupérer le mieux possible et le plus rapidement possible si on a des symptômes.
Et on a mis aussi en place une consultation systématique qui s'est fait initialement en téléconsultation, puis maintenant qui va se faire en consultation présentielle, où on revoit l'essentiel des patients qui ont eu un traumatisme crânien léger dans les 6 semaines après pour vérifier qu'ils n'ont pas de symptômes. Et pour ceux qui vont pas bien, du coup on va pouvoir les suivre, essayer de les prendre en charge et les mettre dans le réseau. De la même manière, on a monté au CHU de Montpellier une unité qui s'appelle la clinique des cérébrolésés, qui a pour objectif de prendre en charge les personnes qui ont des lésions cérébrales, alors toutes sévérités confondues, légers, modérés, sévères, pour faire des évaluations pluriprofessionnelles, pour faire le point un peu où ils en sont sur le plan de leurs difficultés, notamment cognitives, donc des fonctions intellectuelles, et puis pour les conseiller et les diriger un petit peu, les accompagner dans leur prise en charge et améliorer leur prise en charge. Cette initiative qu'on a sur le CHU de Montpellier, elle est aussi en lien avec une initiative plus globale qui est sur toute la région Occitanie, qui s'intègre dans un projet qui a été monté avec les professionnels du traumatisme crânien et les associations de familles de patients qui ont des lésions cérébrales, qui s'appelle Optimise TC, dont optimiser le parcours de soins des traumatismes crâniens, et dont le but est effectivement de fédérer les acteurs, d'identifier quels sont les professionnels qui travaillent sur le traumatisme crânien, quelles que soient les phases de prise en charge un peu partout sur la région, pour qu'on sache nous-mêmes à qui adresser les patients en fonction de là où ils habitent, pour que les patients aussi puissent savoir où s'adresser, pour que les associations puissent donner des conseils. Donc d'identifier, de faire des annuaires, de les mettre en relation, de faire de la formation, de faire un site internet qui va donner aussi un certain nombre d'informations et les ressources de type annuaire, et puis de créer des documents d'information comme le document d'information pour les urgences et si possible d'autres au fur et à mesure pour améliorer le niveau de connaissance aussi bien de la population, des usagers et des personnes qui ont des traumatismes crâniens que des professionnels de santé. Merci beaucoup pour ce panorama. D'abord comprendre ce qu'est un traumatisme crânien, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on doit mettre en place au début, les symptômes, comment ça peut se chroniciser et comment ces séquelles peuvent se manifester. Ça fait un moment qu'on est ensemble et j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a eu un TC léger et à son entourage? En fait, qu'est-ce qu'on doit absolument savoir? Alors je dirais, en fait, pour les personnes qui ont un traumatisme crânien léger avec des conséquences et qui comprennent rien à ce qui leur arrive, il faut surtout réussir à trouver des infos. Je pense que c'est déjà ce qu'elles font, mais il existe quand même des sites internet, des ressources d'information sur lesquelles on a quand même des informations de bonne qualité sur le traumatisme crânien léger et de consulter auprès de professionnels qui connaissent pour essayer de comprendre. Donc essayer d'en savoir plus et de mieux comprendre, ça c'est une chose quand on n'y comprend rien. Et pour des gens qui auraient déjà écouté ce podcast, donc qui auraient déjà un niveau important de connaissance, je dirais surtout au début, pas trop se faire de bile, parce que le cerveau est censé récupérer malgré tout. Et on a des facultés d'adaptation qui sont bien supérieures à ce qu'on peut s'imaginer. Donc faut laisser et aider son cerveau à récupérer. Et puis en phase plus tardive, quand malheureusement on reste handicapé par des symptômes, c'est encore de l'adaptation, c'est-à-dire que malheureusement là, effectivement, on est obligé d'accepter, de s'adapter à des symptômes qui sont là, et donc de réfléchir à effectivement comment se réadapter, d'où la réadaptation, à ces gènes persistantes. Merci beaucoup, Dr Claire Jourdan, pour cette conversation. C'est moi qui vous remercie pour cette démarche d'essayer de donner plus d'informations aux personnes sur cette pathologie qui est très fréquente et très mal connue. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous les épisodes de Vivre avec un traumatisme crânien, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Vous avez aimé l'épisode? Partagez-le avec votre entourage, parlez-en autour de vous pour que d'autres puissent être informés. Ce podcast est possible grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. À bientôt pour un nouvel épisode